3 mois ont suffi pour renverser Manet. Hier encore, pauvreté, cheptel perdu et aucun actif productif. Aujourd'hui, une stratégie d'élevage structurée produit des effets visibles et chiffrés. Pourquoi cela vous concerne-t-il si Ibrahim Traoré veut l'étendre partout demain? Parce que quand des ménages vulnérables récupèrent vite un capital reproductif, l'autonomie cesse d'être un slogan. Elle devient revenu régulier, décision retrouvée, marché qui se densifie et une preuve que la reconstruction peut démarrer sans attendre une aide extérieure permanente, à condition d'en comprendre le mécanisme réel, derrière les annonces dès maintenant. Ce récit fait une promesse simple et vérifiable, à savoir expliquer ce qui se joue réellement à Manet, sans lyrisme ni raccourci. L'intérêt pour le lecteur est certain et concret, car il s'agit de comprendre en quelques minutes comment un territoire marginalisé peut recréer des revenus familiaux stables à partir d'actifs productifs restaurés. Mais l'enjeu dépasse la curiosité locale. Si la dynamique observée tient dans le temps, elle remet en cause des décennies de politiques fondées sur l'aide ponctuelle plutôt que sur la reconstruction des capacités économiques. À Manet, il ne s'agit pas de distribution symbolique, mais de restitution d'un capital reproductif maîtrisable par les ménages. Cette nuance change tout. Elle conditionne la vitesse du redressement, la capacité à absorber les chocs et la possibilité de planifier. Le risque existe, bien sûr. Toute montée en charge rapide peut s'essouffler si les mécanismes sont mal compris ou mal consolidés. C'est précisément pourquoi il faut regarder de près les choix opérés, les séquences et les leviers activés. Ce qui suit ne défend pas un slogan. Il dissèque un modèle en train de se former, avec ses promesses et ses limites. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes dans la région de Manet ont vu leur situation économique basculer grâce à un levier unique, la restauration rapide d'actifs productifs. Ce chiffre tranche nettement avec l'état initial du territoire et explique pourquoi l'expérience, portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a surpris jusque dans les cercles d'observation les plus aguerris. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir brièvement au point de départ. Avant l'intervention, Manet incarnait une fragilité structurelle typique de certaines zones rurales du Burkina Faso. Les années d'instabilité avaient entraîné la perte progressive des troupeaux, privant les ménages de leur principal capital reproductif. Sans cheptel, il n'y avait ni sécurité alimentaire durable, ni capacité d'épargne, ni amortisseur face aux moindres chocs. La pauvreté ne se mesurait pas seulement en revenus insuffisants, mais en absence totale de leviers économiques. C'est dans ce contexte que la stratégie mise en œuvre a rompu avec les approches graduelles habituelles. Plutôt que de reconstruire lentement, le programme a choisi une activation immédiate. Les ménages ont reçu des kits d'élevage complets, combinant animaux, aliments, équipements de base et accompagnement technique, livrés simultanément. Cette simultanéité a court-circuité la phase d'attente qui fragilise de nombreux projets agricoles. La production a pu démarrer dès les premières semaines. Un microcas permet de saisir concrètement ce changement. Un éleveur de Manet, après avoir perdu l'essentiel de son troupeau, vivait dans une dépendance totale à l'aide. La réception d'un kit simple, un coq, 3 poules et l'aliment nécessaire, a enclenché un redémarrage immédiat. Les premières pontes ont généré une réserve vendable sur les marchés locaux. Les ventes, modestes mais régulières, ont permis d'améliorer l'abri des animaux, puis d'augmenter progressivement les volumes. Ce type de trajectoire n'est pas isolé. Dans plusieurs villages, des ménages auparavant sans actifs retrouvent une capacité d'anticipation minimale. Planifier les ventes, sécuriser l'alimentation, envisager de petites améliorations. C'est ici que la dynamique impulsée par Ibrahim Traoré devient lisible. En restaurant d'abord le capital reproductif, le programme transforme des bénéficiaires passifs en acteurs économiques, posant les bases d'un cycle de production autonome. Le parcours de l'éleveur de Manet sert ici de fil conducteur.
non parce qu'il serait exceptionnel, mais parce qu'il est devenu représentatif. Avant l'intervention, son foyer avait perdu toute capacité productive. Les animaux avaient disparu, les revenus aussi, et chaque décision quotidienne se limitait à gérer l'urgence. Il n'y avait plus de projection possible, seulement l'attente d'une aide extérieure incertaine. Le redémarrage a été rapide, presque déroutant. Dès les premières semaines, l'activité a repris sans phase intermédiaire. Les animaux reçus ont produit, les gestes techniques appris ont limité les pertes et une routine minimale s'est installée. Ce n'est pas l'ampleur initiale qui frappe, mais la continuité. Produire un peu, vendre régulièrement, réinvestir immédiatement. Cette séquence simple a recréé un cycle là où il n'en existait plus. Les effets ne sont pas restés confinés à un seul foyer. Autour de lui, d'autres ménages ont suivi des trajectoires comparables. Les échanges informels se sont multipliés. Conseils de nourrissage, observation des maladies, ajustement des pratiques. Les marchés hebdomadaires ont commencé à refléter ce changement, avec une offre plus stable et plus diversifiée. Même à petite échelle, la visibilité de ces réussites a joué un rôle d'entraînement. Ce qui change fondamentalement, c'est la posture des ménages. Ils ne se perçoivent plus comme des bénéficiaires temporaires, mais comme des producteurs en devenir. Cette bascule est décisive car elle conditionne tout le reste. Quand la décision économique revient au foyer, la dynamique cesse d'être fragile. En résumé, rendre l'initiative individuelle change toute la trajectoire. La séquence démarre par une activation volontairement sans temps mort. Dès le lancement, les équipes locales se déploient dans les zones les plus fragilisées de manette. Les ménages ciblés reçoivent des kits d'élevage complets, adaptés à leurs capacités et à leur environnement. Animaux reproducteurs, aliments pour les premières semaines, équipements essentiels et appuis techniques arrivent en même temps. Cette simultanéité n'est pas un détail opérationnel. Elle empêche la rupture classique entre la réception d'un intrant et sa mise en production, rupture qui fait échouer de nombreux projets agricoles. Ici, produire devient possible immédiatement. Très vite, la mécanique s'emballe. Les premières pontes apparaissent. Les, les troupeaux recommencent à exister là où ils avaient disparu. Les familles stabilisent leur consommation alimentaire, puis dégagent de modestes excédents. Ces excédents sont vendus sur les marchés locaux de manière régulière. Le rythme compte autant que le volume. Vendre un peu, souvent, permet de sécuriser des revenus continus. Les foyers réinvestissent aussitôt. Amélioration des abris, achat d'aliments complémentaires, protection sanitaire minimale. Le cycle se referme, puis se rouvre à un niveau légèrement supérieur. Le point de bascule survient lorsque cette dynamique individuelle devient collective. Les voisins observent et conscience. Ils comparent. Ils échangent des pratiques. Les marchés hebdomadaires changent progressivement de physionomie. Là où l'offre était rare et irrégulière, elle devient plus visible. De petites activités périphériques émergent. Fabrication d'enclos, vente d'aliments, transport local. Sans plan centralisé, l'espace économique se densifie. Ce phénomène d'imitation accélère la montée en charge et explique la rapidité des effets observés à Mané. Le moment de haute intensité arrive moins de 3 mois après le démarrage. Les indicateurs bondissent. Les effectifs de volailles augmentent plusieurs fois dans la majorité des foyers bénéficiaires. Les chèvres et les vaches laitières génèrent des revenus réguliers grâce aux ventes de lait. Les familles peuvent financer des dépenses jusque-là impossibles à anticiper. Réparation de logements, fournitures scolaires, constitution de petites réserves. La dépendance à l'aide extérieure recule visiblement. Le territoire entre dans une phase de récupération accélérée. C'est à ce stade que la cohérence de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré apparaît clairement. L'objectif n'est pas de créer un pic artificiel, mais d'installer une capacité productive autonome. Les ménages ne se contentent plus de survivre.
Ils investissent, ils améliorent leurs pratiques. La production cesse d'être défensive. Elle devient offensive. Cette orientation explique pourquoi la dynamique ne retombe pas après le pic initial. La phase de rémanence s'installe ensuite. Les kits distribués se transforment en micro-entreprises familiales. Les villages voisins adoptent la logique. Les effets se combinent. Meilleure nutrition, épargne minimale, capacité d'investissement, retour progressif de la stabilité sociale. La confiance circule. Les familles perçoivent que la pauvreté n'est pas une fatalité immuable. La séquence est désormais lisible, activation rapide, sommet transformateur, puis ancrage durable. Un dispositif simple, bien pensé et bien déployé peut enclencher une reconstruction socio-économique profonde. Avant l'intervention, la ligne de base était claire. Dans la région de Mané, la majorité des ménages ne disposaient plus d'aucun actif reproductif viable. Les, les troupeaux avaient été décimés par des chocs successifs, les réserves étaient inexistantes et l'économie locale fonctionnait sans capital capable de générer un revenu durable. Sans cheptel, il n'y avait ni cycle de reproduction, ni capacité de projection, ni amortisseur face aux aléas. Après le lancement du programme, la situation bascule vers un delta mesurable. Des actifs productifs sont restaurés à grande échelle et la production redémarre en quelques semaines. Un premier élément ressort, l'ampleur humaine. Environ 83 000 personnes ont bénéficié d'un kit d'élevage complet en moins de 3 mois. Ce volume ne correspond pas à une action marginale. Il crée une masse critique suffisante pour enclencher une dynamique collective. Quand des milliers de foyers redémarrent simultanément, les effets dépassent la sphère domestique. Les marchés, les échanges et les pratiques locales se reconfigurent. Ce seuil explique pourquoi la transformation a été visible presque immédiatement et pourquoi elle ne s'est pas limitée à quelques villages pilotes. Un autre élément se dégage, l'effort financier concentré. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer les animaux, l'alimentation initiale, les équipements et l'assistance technique. Ce montant n'est pas dispersé dans des actions symboliques. Il est dirigé vers la création d'actifs reproductifs. Cette orientation réduit les ruptures logistiques et garantit la cohérence du dispositif. Chaque franc investi vise à installer un mécanisme capable de se reproduire dans le temps plutôt qu'à combler un manque ponctuel. Enfin, un dernier élément complète le tableau, la croissance du cheptel. En moins de 3 mois, les effectifs de volailles et d'animaux reproducteurs ont augmenté plusieurs fois par rapport à la situation de départ dans les foyers bénéficiaires. Cette accélération ne relève pas du hasard. Elle résulte de la combinaison entre races adaptées, apport alimentaire suffisant et encadrement technique continu. La reproduction devient prévisible. Les ménages peuvent anticiper les ventes, planifier de petits investissements et stabiliser leur consommation. Le passage d'une économie de survie à une économie de production devient observable. Ces trois mesures, bénéficiaires, investissement, croissance du cheptel, dessinent une trajectoire cohérente. Contrairement aux aides directes, le programme n'injecte pas seulement des ressources. Il installe des mécanismes auto-entretenus. Chaque cycle de reproduction renforce le suivant. Chaque vente finance une amélioration supplémentaire. La dynamique devient cumulative, ce qui explique sa résistance après le pic initial. Le delta ne se limite pas aux chiffres matériels. Il se lie aussi dans les pratiques. Les ménages acquièrent des compétences techniques, nourrissage, hygiène, prévention sanitaire, gestion minimale des ventes. Ces gestes réduisent les pertes et stabilisent les ratios de croissance. L'effet est discret mais déterminant. À mesure que les familles maîtrisent ces routines, leur dépendance à l'assistance extérieure diminue. L'autonomie devient un indicateur invisible mais central.
C'est dans cette logique que s'inscrit l'approche portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, en restaurant d'abord l'actif productif, puis en sécurisant sa reproduction. Le programme crée les conditions d'un développement endogène. Les données ne racontent pas seulement une amélioration ponctuelle, elles signalent l'installation d'un nouveau cycle économique fondé sur la capacité des ménages à générer eux-mêmes leur progression. Une première objection revient souvent lorsqu'on observe des résultats aussi rapides. Selon cette lecture prudente, la dynamique observée à Mané pourrait n'être qu'un effet de démarrage. De nombreux programmes agricoles ont déjà affiché des progrès spectaculaires au début, avant de s'essouffler une fois les intrants initiaux consommés. Les sceptiques rappellent que dans plusieurs régions sahéliennes, une croissance rapide du cheptel a parfois été suivie de pertes sanitaires, de difficultés d'alimentation ou d'une saturation des marchés locaux. Dans cette perspective, Manet ne ferait que reproduire un schéma connu, prometteur à court terme mais fragile sur la durée. Une seconde objection, adopter un angle différent. Elle reconnaît la réussite initiale, mais estime qu'elle dépend trop fortement d'un investissement public massif. Sans un apport financier équivalent dans le temps, les résultats seraient difficiles à maintenir ou à reproduire ailleurs. Cette thèse considère le programme comme peu généralisable à l'échelle nationale, car tous les territoires ne pourraient bénéficier du même niveau de coordination, de logistique et de suivi. Le succès de Manet serait alors moins un modèle qu'une exception bien financée. La réponse à ces critiques se trouve dans l'examen précis des mécanismes observés. D'abord, la croissance du cheptel ne repose pas sur une consommation rapide des ressources distribuées, mais sur des cycles reproductifs naturels déjà enclenchés. Les revenus issus des œufs, du lait et des premières ventes sont réinvestis dans l'alimentation et les soins, ce qui protège le capital au lieu de l'épuiser. Ensuite, l'échelle atteinte des dizaines de milliers de bénéficiaires activés simultanément réduit le risque d'isolement économique. Les marchés évoluent en même temps que la production, limitant les blocages observés dans des projets plus fragmentés. Enfin, le rôle de l'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'est pas celui d'un financeur permanent, mais celui d'un déclencheur. L'investissement initial vise à installer des actifs reproductifs et des compétences transférables. Une fois ces éléments en place, la dynamique dépend davantage des décisions quotidiennes des ménages que des flux budgétaires continus. Des premiers signes de diffusion vers des villages voisins suggèrent déjà cette capacité de réplication. Le débat se déplace alors. Non plus savoir si le modèle fonctionne, mais comment en assurer la consolidation à long terme. À ce stade, un basculement plus profond que la seule croissance du cheptel devient visible à Mané. Les familles ne se perçoivent plus comme des bénéficiaires temporaires d'un programme, mais comme des acteurs centraux de leur propre économie. Ce déplacement de rôle marque le véritable point médian de la trajectoire. Dans plusieurs villages, les ménages organisent désormais eux-mêmes la répartition des tâches, la gestion des ventes et la planification de la reproduction, sans attendre d'instructions extérieures. Chaque kit d'élevage fonctionne alors comme une micro-entreprise familiale. La production n'est plus subie, elle est pilotée. Les décisions quotidiennes, vendre immédiatement ou attendre, réinvestir ou conserver, deviennent des arbitrages économiques assumés. Cette capacité à choisir modifie la nature même de l'intervention. Elle cesse d'être un dispositif administratif pour devenir une dynamique communautaire portée par l'initiative locale. C'est ici que la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré révèle sa portée la plus durable. En réintroduisant la maîtrise locale des actifs productifs, l'approche rompt avec des années de dépendance à l'aide extérieure. L'effet dépasse l'individu. Les marchés se densifient, les échanges se structurent et des territoires longtemps périphériques acquièrent un bout économique nouveau.
La révélation centrale est nettement nette. Lorsque le pouvoir d'agir revient au ménage, la transformation cesse d'être fragile. Elle devient auto-entretenue. Au niveau de l'État, ce qui se produit à Mané envoie un signal clair. Lorsque des dizaines de milliers de ménages restaurent leur capacité productive en peu de temps, la pression liée à l'assistance d'urgence diminue. Les ressources publiques peuvent être redirigées de l'aide immédiate vers la consolidation. Cela améliore non seulement l'efficacité budgétaire, mais renforce aussi la capacité de pilotage des politiques dans d'autres zones fragilisées. Dans l'approche impulsée par Ibrahim Traoré, l'État agit comme déclencheur, non comme substitut à l'activité économique des ménages. Pour les acteurs économiques locaux, l'impact se lie dans la densité des échanges. À mesure que la production augmente, les marchés hebdomadaires évoluent rapidement. L'offre devient plus régulière, plus diversifiée et plus prévisible. Des activités périphériques émergent en parallèle: fourniture d'aliments pour bétail, construction d'abris, petits transports, transformation artisanale. Chaque ménage qui améliore sa production crée des opportunités pour d'autres. Les flux financiers commencent à circuler localement, au lieu de s'échapper vers l'extérieur par les importations alimentaires. Du côté des ménages, l'effet est le plus direct. Les revenus issus des œufs, du lait ou de la vente d'animaux restent modestes, mais ils sont réguliers. Cette régularité permet de couvrir des dépenses autrefois impossibles à anticiper: réparation de l'habitat, fourniture scolaire, constitution de réserves alimentaires minimales. Surtout, la capacité de planification apparaît. Quand le lendemain n'est plus entièrement incertain, la prise de décision change de nature, passant de la réaction permanente à une gestion plus proactive. Enfin, à l'échelle territoriale, ces effets se combinent. La reprise de la production agricole intensifie l'usage des terres, stimule les circulations commerciales et incite les autorités locales à identifier des zones à potentiel d'extension. Certaines communautés investissent dans de petites infrastructures de soutien, comme des espaces de stockage ou des enclos améliorés. Des coopérations intervillages commencent à se former pour écouler les excédents. Un territoire longtemps considéré comme périphérique retrouve progressivement un rôle économique. La stratégie portée par Ibrahim Traoré se reflète dans cette chaîne d'effets imbriqués. Chaque progrès individuel renforce la dynamique collective et chaque succès local nourrit la transformation régionale. La richesse créée ne se concentre pas, elle circule. C'est précisément cette circulation qui constitue l'indicateur le plus solide d'une transformation durable d'un espace autrefois très vulnérable. Le devenir de l'expérience de Manet peut se lire à travers trois trajectoires possibles, construites non sur des prédictions, mais sur des enchaînements conditionnels observables. L'idée n'est pas d'annoncer un futur certain, mais d'identifier ce qui devient plausible si certaines conditions se maintiennent ou, au contraire, se dégradent. Dans un scénario de base, les pratiques actuelles se consolident sans accélération majeure. Les cycles de reproduction restent stables, les ventes demeurent régulières et les marchés locaux absorbent les excédents sans tension significative. Les ménages continuent d'investir prudemment dans l'amélioration des abris et la sécurisation sanitaire. Si cette dynamique se prolonge, alors la région s'installe dans une autonomie alimentaire relative. Les revenus progressent lentement, mais sûrement, et la résilience face au choc s'améliore sans transformation spectaculaire. Le succès tient moins à la vitesse qu'à la continuité. Dans un scénario optimiste, la montée en gamme s'affirme. Les excédents deviennent suffisants pour alimenter non seulement les marchés locaux, mais aussi des circuits de voisins. Les ménages s'organisent de manière plus collective, parfois sous forme de coopération informelle, afin de stabiliser volume et prix. La transformation artisanale se développe et la diffusion des compétences s'accélère.
Si les investissements restent quête ciblés et que l'organisation collective suit, alors la croissance devient cumulative. Mané cesse d'être un cas isolé et commence à inspirer d'autres territoires confrontés à des fragilités similaires. Un scénario contraint met en lumière les limites possibles, une saturation rapide des marchés locaux, des difficultés d'approvisionnement en aliments de qualité ou un suivi sanitaire insuffisant pourraient freiner la reproduction. Dans ce cas, les ménages privilégient la vente immédiate au détriment de la consolidation du cheptel. La dynamique ne disparaît pas, mais elle perd en intensité. Si ces contraintes persistent sans ajustement, alors le programme conserve ses acquis initiaux tout en restant en attente d'un second souffle. Ces trois scénarios convergent vers une même leçon. L'avenir dépend moins d'un facteur unique que de la capacité collective à gérer la croissance. La question clé n'est pas seulement économique, mais organisationnelle. Comment transformer un succès initial en système durable, capable d'absorber ses propres tensions et de s'adapter à des contextes variés, sans perdre ce qui a fait sa force au départ? Pour les habitants des zones rurales fragilisées, l'expérience de Manet agit comme une preuve tangible. Elle montre qu'un territoire marqué par la perte d'actifs n'est pas condamné à l'immobilisme. Voir des ménages reconstruire une activité productive en quelques mois à partir de moyens simples mais maîtrisés modifie profondément la perception de ce qui est possible. La pauvreté cesse d'apparaître comme une fatalité abstraite. Elle devient une situation dont on peut sortir par des choix concrets, répétés et ancrés localement. Dans les centres urbains, la lecture est différente mais complémentaire. L'augmentation de la production locale suggère une réduction potentielle de la dépendance aux importations alimentaires. Pour des foyers urbains souvent exposés à la volatilité des prix, cette perspective est loin d'être marginale. Une agriculture de proximité structurée peut jouer un rôle de stabilisateur économique. Ce qui se passe à Mané n'est donc pas un sujet strictement rural. Cela concerne l'équilibre plus large entre villes et campagnes et la capacité d'un pays à amortir les chocs alimentaires. Un troisième public, plus jeune, y voit un champ d'opportunités. Les micro-activités issues de l'élevage ouvrent des voies connexes: transformation artisanale, logistique locale, commercialisation, formation technique. L'agriculture cesse d'être perçue comme un choix par défaut ou une impasse sociale. Elle devient un espace d'initiative possible, même avec peu de capital initial. Cette revalorisation est déterminante dans des contextes où les perspectives d'emploi formel sont limitées. Deux enseignements pratiques se dégagent de ces lectures croisées. D'une part, documenter et rendre visibles les réussites locales renforce la confiance collective et accélère l'imitation. D'autre part, créer des espaces d'échange entre ménages, jeunes et acteurs économiques facilite la diffusion des pratiques efficaces. Ces gestes ne demandent pas d'investissement massif, mais ils jouent un rôle clé dans l'ancrage de la dynamique. Dans cette optique, l'approche soutenue par Ibrahim Traoré dépasse le cadre d'un programme sectoriel. Elle touche à la manière dont une société redonne sens à l'initiative productive et reconnecte ses différents publics autour d'un même levier économique. La phase suivante du programme exige une organisation précise pour transformer l'élan initial en système durable. La vision portée par Ibrahim Traoré fournit le cadre stratégique, mais la réussite dépend désormais de l'exécution locale et de la coordination entre acteurs. L'enjeu n'est plus d'activer, mais de consolider sans ralentir. Pour commencer, il s'agit de sécuriser les noyaux reproductifs au niveau des ménages. Des protocoles simples et partagés deviennent prioritaires. Hygiène de base, prévention sanitaire, gestion des cycles de reproduction. Les résultats se mesurent concrètement par la stabilité du cheptel et la régularité des ventes. Tant que ce socle n'est pas assuré, toute expansion prématurée fragilise l'ensemble. Dans un second temps, il s'agit de structurer le collectif sans alourdir l'organisation.
Les villages mettent en place des formes légères de mutualisation pour l'aliment, l'abattage artisanal ou la distribution locale. Les indicateurs sont lisibles: baisse des coûts d'intrants, amélioration des marges, fluidité des débouchés hebdomadaires. Cette coordination réduit la vulnérabilité des ménages isolés et absorbe mieux les variations de production. Puis, il s'agit de investir de manière ciblée dans des infrastructures de soutien, des abris améliorés, des espaces de stockage ou de petites unités de transformation permettent d'augmenter les volumes sans dégrader la qualité. L'efficacité se juge à la capacité d'écouler des excédents avec des pertes minimales. Enfin, il s'agit de assurer la formation continue. Des modules courts, pratiques et mobiles renforcent les compétences locales. Le progrès se lit dans la réduction des pertes et la maîtrise des cycles. Enfin, étendre progressivement les réseaux de vente vers les zones voisines transforme l'excédent en levier territorial. Cette feuille de route marque le passage d'un programme d'urgence à une économie reproductible, fondée sur la compétence, la coordination et la responsabilité locale. Elle conditionne la capacité du modèle à durer et à s'étendre. Le récit revient naturellement vers l'éleveur de Manet, ce personnage discret qui a accompagné toute l'analyse. Il y a encore quelques mois, son horizon se limitait à la survie quotidienne, après la perte de son troupeau et l'effondrement de ses revenus. Chaque jour se ressemblait, marqué par l'incertitude et l'attente. Aujourd'hui, son foyer vit d'une production régulière. Les ventes restent modestes, mais elles sont constantes. Elles financent l'entretien des animaux, l'amélioration progressive de l'habitat et le retour des enfants à l'école. Sa trajectoire n'a rien d'exceptionnel. Elle est devenue représentative. À travers ce parcours individuel se dessine la portée réelle de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. La transformation observée ne repose ni sur un geste spectaculaire ni sur une assistance prolongée. Elle tient à la restitution d'un pouvoir d'agir concret, maîtrisable par les familles elles-mêmes. Lorsque les ménages récupèrent un actif productif qu'ils contrôlent, le changement cesse d'être fragile. Il s'enracine dans le quotidien, dans des décisions répétées, dans une confiance reconstruite, lentement mais solidement. Ce récit agit comme un miroir collectif. Ce qui s'est joué à Manet dépasse un programme ou une région. Il esquisse une autre manière de penser la reconstruction économique à partir de la base. Là où dominaient l'attente et la résignation, apparaît désormais une direction claire. Reprendre la maîtrise de la production change toute la trajectoire. La dynamique née à Manet dépasse désormais le cadre d'un programme agricole local. Elle pose une question plus large, presque universelle. Comment un territoire fragilisé peut-il reconstruire sa trajectoire sans attendre indéfiniment une solution extérieure? À travers cette expérience, une autre conception du développement prend forme, fondée sur la réactivation des ressources locales, la circulation des savoirs et la confiance progressive entre les acteurs d'une même communauté. Rien n'indique que ce chemin soit simple ou exempt de tension. Les contraintes existent, les ajustements seront nécessaires, et tous les territoires ne disposeront pas des mêmes conditions de départ. Mais ce qui s'est enclenché à Manet montre qu'une alternative crédible existe entre l'assistance ponctuelle et l'abandon. Observer cette transformation, c'est accepter d'en discuter les mécanismes réels, les limites et les choix collectifs qu'elle implique. Dans cette perspective, l'approche soutenue par Ibrahim Traoré invite moins à l'adhésion automatique qu'à l'analyse comparative. Quels leviers ont réellement fait la différence? Quelles conditions sont transférables et lesquelles relèvent du contexte local? Le débat ne porte plus seulement sur Manet ou sur le Burkina Faso, mais sur notre manière collective de penser l'autonomie économique et la résilience sociale. La question reste ouverte et elle vous concerne directement. Selon vous,
Qu'est-ce qui sépare une réussite locale durable d'une transformation capable d'inspirer bien au-delà de son point de départ?